Ce trésor a été exfiltré en secret du pays, soustrait aux griffes d'une armée ennemie. Croyez-vous qu'il ne s'agit là que d'une simple parure? Non, c'est une couronne exilée, témoin silencieux de la chute d'un État entier, une relique dissimulée durant un long exil. Mais que diriez-vous si je vous révélais que les horreurs de la guerre sont loin d'être le pire que ces émeraudes séculaires aient pu contempler? Et que dire des tragédies personnelles, des scandales retentissant à huis clos dans les palais et des larmes que sa plus célèbre propriétaire a tant versées? Et si cette tiare recelait un mécanisme secret connu de quelques initiés seulement? Un mécanisme qui lui permet de se métamorphoser en 3 parures radicalement distinctes. Pourquoi une princesse en a-t-elle fait son talisman personnel pour l'éternité, la parant à la fois dans les instants de bonheur absolu et de désespoir le plus profond? Et comment une autre, notre contemporaine la reine Maxima, par une seule de ses apparitions publiques, l'a propulsée du statut d'objet de musée à celui de sensation planétaire, faisant grimper sa valeur au nu? Aujourd'hui, nous allons abattre toutes nos cartes. L'histoire de sa fuite clandestine, le secret de son incroyable métamorphose est la véritable raison pour laquelle elle est devenue le témoin silencieux non seulement des triomphes royaux, mais aussi des larmes les plus amères. Préparez-vous, car l'histoire de la tiara hollandaise en émeraude n'est pas un conte de fées édulcoré sur des princesses. C'est un véritable thriller historique à double fond. Ne manquez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans le tourbillon d'un bal de bienfaisance new-yorkais, parmi des centaines de lumières et le froufrou des robes de soirée, un couple danse et attire tous les regards. Le smoking élégant en velours vert de l'un répond à l'éclat émeraude qui couronne la chevelure grisonnante de l'autre. C'est la princesse Margriet des Pays-Bas, et même à plus de 70 ans passés, elle irradie une grâce intemporelle. Mais le véritable centre de cette silhouette, son encre sémantique et visuelle, n'est ni la robe ni le statut, mais le diadème, une majestueuse couronne de flammes vertes, vivantes, presque envoûtantes, qui scintille au rythme de la musique. Ce bijou est connu dans le monde entier sous le nom de tiara hollandaise en émeraude. Pour beaucoup, elle n'est qu'une parmi les innombrables parures serties de diamants des trésors européens, un bel accessoire pour les sorties officielles. Mais pour la maison d'Orange-Nassau, c'est quelque chose d'incomparablement plus grand. C'est un témoin muet des changements d'époque, un participant silencieux aux visites d'État, aux couronnements et aux célébrations familiales. Ces facettes ont réfléchi la lumière aussi bien dans les salles des palais royaux du XIXe siècle que sous les flashs des appareils photo du XXIe. Elle a vu la naissance et le déclin d'empires, demeurant immuable dans sa froide splendeur. Et c'est ici que naît la question principale, celle qui transforme l'histoire d'une pierre précieuse en une véritable enquête. Que voyons-nous réellement en contemplant cette œuvre d'art? Un travail impeccable de joaillier, une combinaison ingénieuse de diamants et d'émeraudes des plus rares? Ou bien, s'agit-il d'une chronique figée dans le métal et la pierre, pleine non seulement de triomphes officiels, mais aussi de drames humains cachés, de compromis politiques et d'espoirs secrets? Et si derrière chaque pierre se cachait un destin, et derrière chaque courbe de platine, un choix qui a changé le cours de l'histoire? Notre voyage est une tentative de distinguer les faits maintes fois répétés de l'histoire authentique, les photos glacées des émotions vibrantes. Nous nous proposons de suivre le parcours complet de ce trésor, depuis sa conception dans le cabinet de la reine régente jusqu'à son statut actuel de patrimoine national. Notre objectif est de parcourir ce chemin depuis le tout premier croquis jusqu'à nos jours, afin de comprendre comment un objet inanimé, créé à partir d'or et de minéraux, se transforme en une légende vivante et un symbole d'une dynastie entière. Nous nous transportons en 1899. L'Europe est au seuil d'un nouveau siècle, le XXe, une ère de changements vertigineux, d'acier, d'électricité et de vitesse inédite. C'est la zone crépusculaire du XIXe siècle,
une époque où la pompe et les corsets rigides de l'ère victorienne cèdent de la place aux silhouettes fluides et au luxe décadent de la Belle Époque. Aux Pays-Bas, la période de régence vient de s'achever. La jeune reine Wilhelmina est montée sur le trône, et la nation entière, retenant son souffle, observe sa jeune souveraine. C'est dans cette atmosphère d'élan national, d'espoir et de pressentiment qu'est née l'idée de créer un nouveau bijou emblématique. La commande n'émane pas directement de Wilhelmina, mais de sa mère, la reine Emma. Femme perspicace et autoritaire, elle a régné sur le pays en tant que régente pendant l'enfance de sa fille. Emma comprenait le langage du pouvoir et des symboles mieux que quiconque. Cette commande n'était pas un simple cadeau maternel, c'était un geste politique et dynastique mûrement réfléchi. La nouvelle parure de couronnement devait devenir l'incarnation visible du statut, de la richesse et surtout de la légitimité de la jeune reine sur la scène mondiale. Elle devait proclamer sans un mot l'indéfectibilité de la Maison d'Orange et la gloire éternelle des Pays-Bas. L'exécution d'une commande aussi cruciale fut confiée à la maison de joaillerie de la cour, Schürmann. À cette époque, être joaillier de la cour ne signifiait pas seulement maîtriser son art avec brio. Cela impliquait un niveau de confiance des plus élevés, la capacité de préserver les secrets d'État et personnels, ainsi que la faculté de saisir et de traduire en métal et en pierre les nuances les plus subtiles de la volonté monarchique. Les maîtres de Schürmann étaient réputés non seulement pour la qualité irréprochable de leur travail, mais aussi pour un sens aigu qui leur permettait de créer des bijoux qui devenaient plus que de simples accessoires. Ils devenaient des symboles. Le joyau de la conception de la reine Emma fut la décision de ne pas utiliser de pierres nouvellement acquises, mais des trésors familiaux. Les émeraudes destinées à la nouvelle tiare avaient leur propre histoire de plus de 100 ans. Elles étaient arrivées aux Pays-Bas dès le XVIIIe siècle, faisant partie de la dot de Wilhelmina de Prusse, épouse du statuaire Guillaume V. Ainsi, le nouveau chef-d'œuvre portait dès l'origine le code génétique de la dynastie. Ce n'était pas seulement un acte de création, mais un acte de renaissance, une démonstration de la continuité du pouvoir, où les vieilles pierres, témoins de l'Ancien Régime, retrouvaient une nouvelle vie pour couronner la tête du monarque d'une nouvelle ère. Le cahier des charges pour les joailliers Schürmann était complexe et ambitieux. Il fallait créer non seulement une tiare, mais une parure complète, une garniture complète de bijoux, comprenant un collier, des broches et des boucles d'oreilles. De plus, le design devait être non seulement monumental, mais aussi étonnamment flexible. La reine Emma insistait pour que la tiare soit intransformable. Elle devait pouvoir être portée en plusieurs variantes, avec des émeraudes, avec des perles que l'on pouvait substituer aux pierres vertes, ou dans une version plus sobre, composée uniquement de diamants. C'était une exigence dans l'air du temps. Le luxe devait être pratique. C'est ainsi que commença le travail sur la création d'un chef-d'œuvre destiné à devenir une légende. Oublions un instant les bals et les reines et approchons-nous du bijou lui-même. Imaginez-le reposant devant nous sur un coussin de velours. La première chose que vous ressentiriez, avant même de le toucher, serait son éclat froid et aristocratique. En le prenant en main, vous ne sentiriez pas seulement le poids des métaux précieux, mais la lourdeur de l'histoire elle-même. La monture de la tiare n'est pas un cercle plein, mais une structure ajourée, presque aérienne, en platine, un métal que les joailliers du tournant du siècle aimaient pour sa robustesse et sa capacité à devenir invisible, donnant l'impression que les pierres flottaient littéralement dans l'air. Observez le motif. Ce n'est pas un amoncellement chaotique de pierres précieuses, mais une symphonie architecturale parfaitement équilibrée. La base de la tiare est formée de volutes et de guirlandes délicates en diamant, réalisées dans un style qui rend hommage aussi bien au rococo léger qu'à la rigueur classique. Des centaines de diamants à l'ancienne taille, chacun taillé à la main, ne créent pas un simple fond,
mais une toile complexe et scintillante. Leur rôle est de capter le moindre rayon de lumière et de le transformer en un fleuve de feu glacé, servant d'écrin au trésor principal, les émeraudes. C'est une mer entière de lumière qui ne sert qu'un seul but, souligner la profondeur et la couleur des pierres centrales. Et les voici, les émeraudes, le cœur et l'âme de la tiare. Les plus grandes d'entre elles ont une taille cabochon, rare pour les bijoux de couronnement. Ce sont des dômes lisses et polis qui ne cherchent pas à éblouir par leur éclat. Leur objectif est autre, permettre aux spectateurs de plonger dans la profondeur de la pierre, d'en voir la vie intérieure, son célèbre jardin, un ensemble d'inclusions naturelles qui, pour les connaisseurs, sont plus précieuses qu'une pureté parfaite. Ces pierres ne brillent pas, elles s'illuminent de l'intérieur d'un verre profond, velouté et saturé, qui indique sans équivoque leur légendaire origine sud-américaine. Elles ressemblent à des gouttes figées d'une ancienne forêt tropicale. Mais le plus grand secret de la tiare reste invisible. C'est un chef-d'œuvre de mécanique joaillière, une création géniale des ingénieurs de la maison Schurman. Chacune des émeraudes centrales est fixée sur un système complexe de vis et de fermoirs cachés. À l'aide d'une clé miniature, elles peuvent être délicatement extraites de leur loge. Vous entendriez un léger clic précis, et à la place de la pierre verte et juteuse apparaît une fixation pour une grande perle parfaitement ronde. Cette transformation ne change pas seulement l'apparence, elle modifie le caractère même et l'humeur du bijou. D'impérieux et monumental, il devient tendre et romantique. De plus, il est possible de retirer également les perles, ne laissant que la monture sertie de diamants. Sous cette forme, la tiare devient plus sobre, plus graphique, comme dessinée par le givre sur une vitre. Cette polyvalence n'était pas un caprice, mais une partie de la conception originale. Elle permettait à la reine d'adapter le bijou à n'importe quel événement, à n'importe quelle tenue et même à n'importe quel contexte politique, en le modifiant comme on change l'expression de son visage. Chaque élément ici est rempli de sens. Les lignes incurvées rappellent les vagues, symbolisant la puissance maritime des Pays-Bas, ou les vrilles du lierre, signe de vie éternelle et de continuité dynastique. La couleur verte des émeraudes est celle de l'espoir et de la prospérité. Ainsi, la tiara hollandaise en émeraude n'est pas un simple bijou. C'est un organisme complexe, où la pensée ingénieuse sert le dessin artistique et où chaque pierre et chaque volute de métal racontent leur part d'une grande histoire. La première apparition publique de la tiare ne fut ni un modeste dîner de famille, ni une discrète réception de cour. Ce fut un événement minutieusement orchestré, un acte d'importance étatique. Imaginez un des premiers banquets officiels au Palais Royal d'Amsterdam, organisé en l'honneur d'une délégation étrangère. L'air est électrisé par l'attente. L'Europe entière observait la jeune reine Wilhelmina, cherchant à déceler chez cette jeune femme les traits d'un futur monarque puissant. Et c'est à ce moment précis qu'elle devait révéler au monde non seulement elle-même, mais aussi le nouveau symbole de son pouvoir. Lorsque les portes de la salle de bal s'ouvrirent et que la reine fit son entrée, un soupir à peine perceptible parcourut l'assemblée. Wilhelmina était jeune, sérieuse et pleinement consciente de son devoir. Sa robe était élégante, mais sobre, dénuée de toute fioriture excessive. Et c'est sur ce fond que son principal ornement produisit l'effet d'une bombe. Sur sa tête, comme tissée de glace et de verdure printanière, la tiare rayonnait. Ce fut la première apparition du chef-d'œuvre de Schurman au grand public, et elle fut éblouissante. La lumière de milliers de bougies se reflétait dans des centaines de diamants et se perdait dans la profondeur abyssale des émeraudes. Sur la jeune reine, la tiare ne semblait ni encombrante ni étrangère. Au contraire, elle paraissait être le prolongement naturel de son statut. C'était un manifeste visuel. L'éclat des diamants parlait de la prospérité et de l'inébranlabilité de la nation.
et la couleur verte profonde et assurée des émeraudes, d'espoir, d'avenir, du renouvellement éternel de la vie et de la dynastie. Ce soir-là, le bijou devint l'accord final de son image, transformant la jeune héritière en reine souveraine aux yeux du monde entier. Elle ne portait pas simplement un joyau, elle portait un symbole. La réaction des contemporains fut instantanée et retentissante. Le lendemain matin, les journaux débordaient de descriptions élogieuses, qualifiant la tiare de « couronne d'une beauté inouïe » et de « digne diadème pour la souveraine d'une grande puissance maritime ». Mais bien plus importante fut la réaction dans les cercles politiques. Les ambassadeurs étrangers, dans leurs dépêches chiffrées à leur pays, décrivaient en détail non seulement le bijou, mais aussi l'effet qu'il avait produit. C'était un signal clair. Les Pays-Bas étaient forts, leur monarchie stable et leurs trésors bien remplis. Ce fut précisément ce soir-là, sous les regards de centaines d'yeux admiratifs et envieux, que s'opéra la mystérieuse métamorphose. L'ouvrage de platine et de pierre cessa d'être un simple objet. Il fut sacralisé par l'instant, imprégné de l'énergie d'un événement historique, et devint légende. À partir de ce jour, la tiara néerlandaise aux émeraudes ne fut plus un simple ornement de la reine Wilhelmine. Elle devint une part de l'identité nationale, un symbole éclatant de la gloire de la maison d'Orange, dont l'histoire allait désormais se tisser sous son éclat froid et éternel. Après le long et marquant règne de la reine Wilhelmine, la tiare ne fut pas reléguée dans un sombre caveau. Son destin prit un nouveau cours. Sous le patronage de la reine suivante, Juliana, une institution familiale spécifique fut créée où furent déposés les plus précieux joyaux de la maison d'Orange. Cette sage décision transforma les parures de propriété personnelle du monarque en un patrimoine éternel de la dynastie. Et c'est alors que la tiara aux émeraudes entama une nouvelle période de sa vie, peut-être la plus riche. Elle cessa d'être le symbole d'une seule souveraine pour devenir un trésor familial, accessible à une nouvelle génération de princesses, les 4 filles de la reine Juliana. Et bien que toutes les princesses eussent le droit de porter ce diadème, l'une d'elles noua avec elle une relation tout à fait singulière, presque intime. Il s'agissait de la princesse Margriette, sœur cadette de la future reine Béatrix. N'étant pas l'héritière directe du trône, Margriette n'était pas contrainte par les exigences protocolaires strictes qui dictaient le choix des parures pour le monarque. Elle pouvait choisir avec son cœur. Et son cœur choisissait inlassablement cette couronne d'émeraude. Pour elle, elle devint bien plus qu'une simple pièce de son vestiaire officiel, un talisman qui l'accompagnait dans les moments les plus marquants de sa vie. Sa longue et tendre rencontre avec la tiare débuta dès sa prime jeunesse. En avril 1963, lors d'une visite d'État au Mexique, la jeune princesse Margriette fit sa première apparition internationale en la portant. Imaginez cette scène, la magnificence d'un joyau royal européen sur fond d'une culture latino-américaine vibrante et singulière. Les émeraudes d'un vert profond semblaient s'animer de nouvelles couleurs, entrant en dialogue avec la nature luxuriante et l'art du Mexique. Aux côtés de sa sœur, la princesse Irène, Margriette incarnait l'incarnation même d'une monarchie jeune, moderne et ouverte sur le monde. Mais, probablement, l'apparition la plus émouvante se produisit quelques années plus tard, en janvier 1967. Lors de l'une des réceptions solennelles organisées peu avant son mariage avec Peter van Vollenhoven, Margriette choisit de nouveau sa tiare de prédilection. Ce soir-là, elle n'était plus une simple représentante de la maison régnante. Elle était une fiancée radieuse, et le diadème d'émeraude sur sa tête n'était plus un symbole du pouvoir d'État, mais le couronnement de son bonheur personnel. Elle scintillait sous les feux des projecteurs comme la promesse d'une longue et heureuse vie de famille, devenant le témoin silencieux de l'aube de son grand amour. Cet attachement traversa toute sa vie. Des décennies plus tard, devenue matrone respectée et grand-mère,
La princesse Margriette continuait de choisir cette tiare, en particulier pour les événements les plus importants, comme ce fameux bal à New York. Elle la portait avec la même grâce, mais son regard ne traduisait plus la candeur de la jeunesse, mais la sagesse et une dignité sereine. La tiare semblait grandir et mûrir avec elle, changeant de signification, de symbole de jeune débutante à celui de la couronne de la gardienne des traditions. Ainsi, la tiara néerlandaise aux émeraudes devint une partie intégrante de l'image de la princesse Margriette, sa véritable signature emblématique. Certes, d'autres membres de la famille royale l'ont également portée, y compris la reine Maxima, qui y brillait lors de nombreuses réceptions. Mais avec nulle autre personne, ce bijou n'a tissé une histoire aussi longue et constante. Entre les mains de l'icône de style qu'est la princesse Margriette, la tiare acquit non seulement un statut officiel, mais aussi une âme chaleureuse et humaine. Mais il serait naïf de croire que l'histoire de plus d'un siècle d'un tel trésor n'est qu'une succession de bals et de portraits d'apparat. Chaque grand joyau a son ombre, et la tiara néerlandaise aux émeraudes ne fait pas exception. Son éclat a illuminé non seulement les triomphes, mais aussi les pages les plus dramatiques de l'histoire de la Maison d'Orange. Et la plus sombre de ces pages fut écrite en mai 1940. Lorsque l'Allemagne nazie envahit les Pays-Bas, la reine Wilhelmine fut confrontée à un choix effroyable. Rester et risquer de devenir une marionnette aux mains des occupants, ou fuir pour mener la résistance depuis l'exil. Dans cette tourmente et cette horreur se jouait également le destin des trésors royaux. Il existe une histoire documentée, pleine de la tension d'un véritable thriller. Dans la hâte, sous le grondement des combats qui approchaient, les joyaux les plus emblématiques, y compris la parure d'émeraude, furent emballés dans de simples boîtes anonymes et secrètement transférés en Grande-Bretagne avec la famille royale. Imaginez ce moment. Un chef-d'œuvre de joaillerie, créé comme le symbole d'un pouvoir inébranlable, traversant la Manche non sur un coussin de velours, mais dans un emballage rudimentaire, tel un réfugié sauvant sa vie. Durant toutes les années de guerre, la tiare passa son exil, devenant le symbole silencieux d'une nation insoumise et l'espoir d'un retour. Contrairement à beaucoup d'autres joyaux célèbres, la tiara aux émeraudes n'est pas entachée de légendes sanglantes, de malédictions ou de vols. Ces mystères sont d'une autre nature, plus subtils, plus humains. Ils concernent moins le bijou lui-même que les personnes qui l'ont porté. Ainsi, au début des années 2000, l'ombre d'un scandale public tomba sur la famille royale et la princesse Margriette se retrouva en son épicentre. Sa rupture tumultueuse avec son premier mari fut accompagnée de graves accusations à l'encontre de la cour, ce qui provoqua un profond retentissement dans la société néerlandaise. Et dans ce contexte, l'image de la princesse portant la tiare familiale acquiert une profondeur nouvelle et dramatique. Le bijou, créé comme un symbole d'unité, de continuité et de fidélité dynastique, ornait à cette période la tête d'une femme dont les drames personnels furent exposés au public et placèrent cette même dynastie dans une position extrêmement délicate. La tiare demeura un témoin impassible, ses pierres froides reflétant aussi bien la lumière des projecteurs que les ombres des querelles familiales, absorbant non seulement l'histoire officielle, mais aussi le goût amer des passions et des rancœurs humaines. Ainsi, la face sombre de ce trésor ne réside pas dans des malédictions mystiques, mais dans la dure vérité de la vie. Elle a vu la peur à l'échelle nationale durant la guerre et a traversé la douleur des conflits personnels qui se déroulaient derrière la façade impeccable de la cour royale. Ces ombres ne diminuent pas sa grandeur, mais, au contraire, lui ajoutent de l'authenticité, transformant la tiare d'une image idéale en une participante vivante d'une histoire complexe et multiforme. Chaque époque dans la vie d'un joyau royal est indissociable de l'époque de son propriétaire. Et la fin du règne de la reine Wilhelmine en 1948 fut un bouleversement tectonique dans l'histoire de la tiare,
tout comme dans l'histoire des Pays-Bas eux-mêmes. Après près de 60 ans sur le trône, ayant traversé 2 guerres mondiales, Wilhelmine transmit la couronne à sa fille Juliana. Avec la couronne devait passer toute l'attirail symbolique du pouvoir, y compris la parure d'émeraude. À ce moment, le destin du chef-d'œuvre ne tenait qu'à un fil, car le parcours futur du trésor dépendait entièrement de la volonté de la nouvelle reine. C'est alors que la reine Juliana prit une décision sage et presque sans précédent pour son époque, qui allait changer à jamais le statut de la tiare. Elle avait 4 filles, et selon les traditions de succession, après sa mort, les grands joyaux auraient pu être divisés entre elles et, avec le temps, potentiellement vendus et perdus à jamais pour la couronne. Pour prévenir ce scénario, Juliana institua un fonds familial spécial, la fondation de la famille Orange-Nassau. Dans ce fonds furent transférés les bijoux historiques les plus importants, y compris la tiara aux émeraudes. Ce ne fut pas seulement un acte juridique, mais un acte de renoncement au personnel au profit de l'Éternel. Ce fut un drame d'adieu silencieux, dépourvu de l'agitation des ventes aux enchères et des flashs des appareils photo. Juliana renonça volontairement à son droit de propriété exclusive, transformant la tiare de son trésor personnel en un patrimoine indivisible de la dynastie. L'atmosphère émotionnelle de ce moment était empreinte non pas de la tristesse de la séparation, mais de la sagesse de la prévoyance. L'époque où la tiare appartenait à une seule personne, à un seul monarque, s'achevait irrémédiablement. Un nouveau chapitre commençait, dans lequel le bijou devenait la propriété de l'idée même de la monarchie néerlandaise. Cette étape, cependant, signifiait aussi une sorte de vie dans l'ombre. La tiare cessa d'être la compagne constante de la reine régnante. Désormais, elle faisait partie d'une vaste collection, accessible à toutes les femmes aînées de la maison royale. Ses apparitions publiques devinrent plus rares, mais par conséquent encore plus précieuses. Elle n'était plus un attribut obligatoire à chaque banquet d'État, mais se transforma en un ornement spécial et emblématique, choisi pour les occasions les plus solennelles. Cette période d'accalmie ne fut pas un oubli, mais une réinterprétation du rôle du trésor, sa préparation à une nouvelle mission entre les mains d'une nouvelle génération de princesses. Au début du XXIe siècle, le monde des joyaux royaux connut une véritable révolution et son moteur fut l'Internet. Les blogs, les forums, puis les réseaux sociaux transformèrent le cercle restreint des connaisseurs en une audience mondiale de plusieurs millions de personnes. Chaque apparition d'un bijou en public était désormais instantanément reproduite, discutée et analysée dans les moindres détails. C'est sur cette nouvelle scène, baignée de lumière numérique, que la tiara néerlandaise aux émeraudes était destinée à faire son retour, et ce retour fut véritablement triomphal. Le catalyseur de cette seconde naissance fut une femme qui apporta une énergie nouvelle et éclatante à la cour néerlandaise habituellement réservée, la reine Maxima. D'origine argentine, dotée d'un goût impeccable et d'une audace dans le choix de ses tenues et de ses parures, elle transforma chacune de ses apparitions en un événement de mode de portée mondiale. Lorsque Maxima, alors encore princesse, puis reine consort, commença à apparaître ornée des bijoux emblématiques du fonds familial, le monde entier retint son souffle d'admiration. Le moment de triomphe fut un événement d'État où la reine Maxima apparut dans la version complète de la parure d'émeraude. Les photographies de cette apparition firent le tour du monde. La nouvelle reine ne se contenta pas de porter une relique historique, elle lui insuffla une nouvelle vie. Dans son interprétation, la tiare n'avait pas l'air d'une pièce de musée ou d'un lourd symbole de pouvoir. Elle devint l'élément central d'un look incroyablement stylé, moderne et réfléchi. Des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la reine Wilhelmine ou de la maison Schurman virent soudain ce chef-d'œuvre et en tombèrent amoureux. C'est alors qu'eut lieu une étonnante réinterprétation. Si pour la reine Wilhelmine la tiare était avant tout une couronne de pouvoir,
Et pour la princesse Margriette, un talisman personnel. Pour la reine Maxima, elle devint un instrument de style suprême. Elle démontra comment porter l'histoire sans en devenir l'otage. Elle montra qu'un bijou séculaire peut paraître absolument actuel et organique au XXIe siècle. La perception de la tiare changea. De symbole dynastique, elle se transforma en icône de style. Ce retour triomphal sur la scène mondiale éleva la valeur de la tiare à une hauteur inégalée. Désormais, sa valeur ne se mesurait plus seulement à la carature des pierres, à sa provenance historique et au nom de son créateur. Un nouvel atout inestimable s'y ajouta, sa notoriété mondiale et son statut de bijou culte, confirmé par la reconnaissance de millions de connaisseurs à travers le monde. La tiare ne fit pas que revenir. Elle prit sa place légitime au panthéon des plus grands joyaux royaux, connus et aimés bien au-delà des frontières des Pays-Bas. Où repose aujourd'hui ce chef-d'œuvre qui a traversé les changements d'époque, la guerre et l'éclat des projecteurs? La réponse à cette question est à la fois simple et complexe. La tiara néerlandaise aux émeraudes est sous la propriété éternelle et inaliénable du fonds familial de la maison d'Orange-Nassau. Cela signifie qu'elle n'est pas conservée sous verre dans un musée public, mais qu'elle n'est pas non plus une propriété personnelle qui pourrait être vendue aux enchères ou transmise par testament en dehors de la lignée dynastique directe. Elle est solidement protégée des vicissitudes du destin et des caprices des héritiers, à jamais rattachée à la couronne des Pays-Bas. Cela signifie que son statut actuel a subi une transformation fondamentale. Elle n'est plus un simple accessoire, fût-il inestimable. Aujourd'hui, elle est un artefact historique, un support tangible de la mémoire nationale. Lorsque la reine Maxima, la princesse Béatrix ou toute autre dame de la maison royale arbore ce diadème, elle ne l'endosse pas en tant que propriétaire, mais en tant que gardienne temporaire. Elle ne se pare pas seulement, elle porte en elle une parcelle de l'histoire de son pays, tissant un lien indéfectible entre le passé, le présent et l'avenir de la monarchie. Et naturellement, une question s'impose. Quelle est la valeur d'un tel trésor? Il est impossible, voire insensé, d'en donner une estimation précise en euros ou en dollars, car ce diadème est inestimable et ne sera jamais mis sur le marché. Mais nous pouvons analyser ce qui constitue sa valeur astronomique. Le premier niveau est la valeur matérielle. Le platine, des centaines de diamants impeccables de taille ancienne et bien sûr, les véritables protagonistes, de grandes émeraudes colombiennes chargées d'un siècle d'histoire, dont la valeur est colossale à elle seule. À cela s'ajoute la valeur artistique, l'œuvre géniale et le prestige de la maison Schurman. Mais sa véritable valeur, celle qui représente 99% de son prix, transcende le monde matériel. C'est son provenance. C'est une histoire inscrite dans chaque facette. La commande par la reine régente Emma pour sa fille, la reine Wilhelmine, la fuite de la Hollande occupée par les nazis, le retour au pays, des décennies sur la tête de la princesse Margriette, et enfin, un nouvel élan de renommée mondiale grâce à la reine Maxima. Chacun de ces événements, chaque nom, n'est pas qu'une simple ligne dans une biographie, mais un multiplicateur ajoutant plusieurs zéros au prix hypothétique du bijou. En définitive, le diadème aux émeraudes des Pays-Bas est aujourd'hui bien plus que la propriété d'une seule famille. Il fait partie du patrimoine culturel des Pays-Bas, un symbole tangible de continuité et de stabilité pour la nation. Il appartient à l'histoire. Et sa mission principale désormais n'est pas seulement d'embellir, mais de préserver cette histoire pour les générations futures, garantissant silencieusement que le fil du temps ne se rompra jamais. Notre long voyage a commencé par une question en apparence simple. En observant la princesse Margriette tournoyant dans une danse sous l'éclat du diadème d'émeraude, nous nous sommes donnés pour objectif de comprendre que voyons-nous réellement?
un accessoire raffiné, une relique familiale ou quelque chose d'infiniment plus grand? Maintenant, après avoir parcouru tout le chemin depuis la conception de la reine Emma au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons donner une réponse définitive et exhaustive. La réponse est que le diadème aux émeraudes des Pays-Bas n'est pas un objet, mais un miroir idéal. Un miroir dont les facettes étincelantes et les profondeurs vertes reflètent l'histoire elle-même. En lui, nous avons discerné les ambitions souveraines de la reine régente, désireuse d'affermir le trône pour sa jeune fille. Nous avons perçu la peur et l'espoir de la nation durant les années d'exil au cours de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons ressenti le bonheur intime et discret d'une jeune mariée et la digne sagesse d'une gardienne des traditions en la personne de la princesse Margriette. Et enfin, nous avons été témoins de sa renaissance triomphale en icône de style mondial sur la tête de la reine Maxima. Et c'est ici que nous abordons la conclusion majeure de notre étude qui dépasse largement le cadre de l'histoire d'un simple bijou. Un grand bijou est toujours une incarnation physique des passions humaines, des ambitions, des amours et des pertes. C'est une chronique en métal et en pierre, muette, mais non moins éloquente pour autant. Chaque apparition publique est un nouveau chapitre. Chaque changement de propriétaire est un nouveau tome. Elle absorbe les émotions, devient le témoin de conversations secrètes et la participante silencieuse de décisions historiques. Nous nous sommes convaincus que la véritable valeur de ce chef-d'œuvre ne se mesure pas à la carature des émeraudes ni au titre de pureté du platine, mais exclusivement aux destins humains qui lui sont liés. Sans les histoires de Wilhelmine, Juliana, Margriette et Maxima, ce diadème ne serait qu'une construction impeccable, certes, mais froide et sans âme. Ce sont précisément leur vie, leurs choix, leurs larmes et leurs sourires qui l'ont empli de chaleur et de sens, la transformant d'un simple trésor en une légende. Ainsi, la prochaine fois que vous apercevrez cette couronne d'émeraude sur une photographie d'archives ou dans un reportage issu d'une réception royale, sachez-le, ce n'est pas qu'un simple ornement qui se tient devant vous. Devant vous se dresse un gardien des destins. Les générations se succèdent, les propriétaires passent, les époques rejoignent les pages des manuels d'histoire. Mais le feu vert au cœur du diadème continue de luire, tel un brasier éternel de mémoire, nous rappelant cette vérité simple et grandiose. Les chefs-d'œuvre sont créés par les hommes, mais ce sont les grandes histoires qui les rendent immortels.